Bonjour à tous. Parmi les promesses de la Smart City, cette ville de plus en plus connectée et intelligente, il y a l'engagement citoyen. Comment faire en sorte que l'on soit désormais davantage impliqué dans les décisions de développement urbain? Ce sera le sujet qu'on abordera avec mon premier invité aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis le sujet à la une, c'est la question du traitement des données des mineurs sur Internet, des enfants, avec l'actualité qui nous montre que ce n'est pas toujours aussi bien respecté. Les règles ne sont pas forcément bien respectées en Europe puisque Instagram a subi une amende record de plus de 400 millions d'euros. J'aurai donc deux invités en plateau avec qui on va regarder comment ça se passe aujourd'hui, le traitement des données des enfants sur Internet et quelles sont les mesures à prendre. Deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à l'actu des cryptos et puis on partira regarder ce qui se passe dans les métavers, où va le web, notre chronique quotidienne. Mais tout de suite, donc, on parle de cette Smart City et de l'engagement citoyen. C'est l'interview dans Smart Tech. Le sujet à la une de Smart Tech, je vous le disais, c'est comment les données des enfants sont-elles traitées, collectées, exploitées, exposées sur les réseaux sociaux en particulier. On en parle avec mes deux invités en plateau, Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance 3018, et Karina Chatin, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble, mais pas tout de suite. D'abord, on va prendre un invité à distance. Il s'appelle Julien Carbonel et il travaille sur cette question de la Smart City avec ses promesses autour, il y en a beaucoup des promesses, mais ces promesses en particulier autour de l'engagement citoyen. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Bonjour Delphine. Je précise juste vos fonctions. Vous êtes le fondateur de Démocratie Studio et de Land Ministry. On va en parler un petit peu plus tard. Ce sont des initiatives qui adressent ce sujet de l'innovation numérique dans la ville, avec ce sujet de la place du citoyen demain. Déjà, je voulais vous interroger sur le concept de Smart City en soi. Est-ce que ça reste un futur désirable aujourd'hui dans ce contexte quand même de crise énergétique, de préoccupations importantes autour des sujets de pollution? Bon, tout à fait. En fait, la Smart City, c'est un terme assez générique qui est né dans les années 90 à l'initiative d'une entreprise privée et qui a finalement pas mal évolué, notamment à partir de 2015, où on a commencé à envisager la technologie de la ville différemment pour la recentrer sur l'usager plutôt que sur l'équipement technologique de l'infrastructure. Donc il y a un pivot comme ça qui a été réalisé on va dire ces dernières années et qui s'intéresse à améliorer la qualité de vie de l'habitant en priorité. Et donc ça évidemment concerne les enjeux environnementaux et la question de la pollution, puisque la pollution urbaine est au centre en fait de la qualité de vie qu'une ville peut offrir à ses habitants. Et donc aujourd'hui, il me semble que la plupart des technologies Smart City, la plupart des innovations, des développements qui sont faits dans le secteur sont très concernés par la question de la pollution et les enjeux environnementaux. Alors c'est vrai qu'on voit des exemples, j'en ai vu sur le salon Big Data notamment à Londres, où l'exploitation des données permet d'avoir des politiques publiques mieux pensées, plus efficaces. Pour autant, il y a quand même cette question de la collecte de la donnée, d'ailleurs qui est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure en plateau, qui préoccupe énormément aujourd'hui les citoyens sur la sécurité, sur les données personnelles. Il y a quand même une préoccupation aujourd'hui sur la manière dont ces données vont être collectées et la nécessité d'engager justement tout le monde dans cette voie. Oui, tout à fait. Bon, la préoccupation est tout à fait légitime. Il faut quand même se rendre compte que les systèmes informatiques ne peuvent pas fonctionner sans données. Quand on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle ne naît pas dans le vide. L'intelligence artificielle, c'est des statistiques qui vont calculer finalement l'état d'une situation donnée et proposer les meilleures solutions pour résoudre une problématique. Donc typiquement, quand on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle sur les villes, il s'agit la plupart du temps de systèmes prédictifs
qui vont chercher, en analysant différentes variables, à et assister le preneur de décision dans la sélection on va dire, de l'option la plus adaptée à résoudre le problème urbain en cours. Et Donc, aujourd'hui, justement, il faut se rendre compte de quelque chose, en fait. On ne peut juste, pas avoir de Julien, smart city sans... Julien, juste Oui, je vous en aujourd'hui, prie. justement, c'est le point qu'on soulève ici, hein. Est-ce que cette nécessité de collecter davantage de données sur les usagers et les habitants de la ville, demain, est-ce que ça peut être un frein au développement de la Smart City? Non, 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 pas du tout. Je pense que c'est totalement imbriqué. On ne pourra pas faire de Smart City sans citoyens engagés, en fait, pour la simple et bonne raison, en tout Oui. cas dans un contexte démocratique. Il est absolument nécessaire que les personnes soient informées des transformations technologiques en cours sur leur ville, déjà pour qu'elles puissent les utiliser de la manière la plus adéquate, et ensuite pour qu'elles puissent accepter finalement les transformations de gouvernance. Mais il y a une autre dimension plus profonde, je dirais, c'est que on ne pourra pas faire d'amélioration technologique de la ville sans collecte de données. Alors, c'est vrai que cette collecte des données pose question sur notamment le respect de la vie privée. Et donc, c'est là où les dernières technologies en cours travaillent tous sur des systèmes d'anonymisation des données. Et c'est là où, effectivement, les données peuvent être collectées sur l'usage que les habitants se font de la ville sans nécessairement utiliser ni stocker, en fait, d'informations sur les usagers eux-mêmes. Alors, Donc oui, là-dessus, je ça, pense oui. qu'il y a Alors quelque ça, chose de très effectivement, c'est un prometteur. sujet sur l'anonymisation des données. D'ailleurs, c'est un sujet pour la CNIL important. Vous-même, vous avez fait tourner, je crois, des algorithmes hein, pour essayer de trouver des nouveaux modes d'engagement citoyen dans la Smart City. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau modèle participatif de démocratie locale participative demain? Bon, moi, je dirais mon constat, c'est de se dire, OK, chaque fois qu'un gouvernement ou même finalement des sociétés privées établissent une stratégie d'engagement et essayent de collecter de la participation, finalement, les résultats sont quand même souvent décevants, c'est-à-dire qu'il est difficile d'impliquer des gens, tout simplement parce qu'il y a un biais de confiance. Le fait que l'on soit aujourd'hui concerné par l'engagement citoyen tient aussi au fait qu'il est finalement, on constate que la société civile a de moins en moins confiance dans la capacité du politique à résoudre ses problèmes, et donc ça se répercute sur l'engagement citoyen. Donc il y a un vrai enjeu qui consiste à comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'internaute. Moi, mon constat, ça a été de se dire, OK, les citoyens sont peut-être réticents à s'impliquer dans la décision politique en tant que telle. En tout cas, les citoyens s'expriment tous relativement spontanément sur les réseaux sociaux. Donc moi, mon objectif, hein, le travail que j'ai réalisé durant ma thèse d'urbanisme, ça a consisté à aller collecter de l'information sur les réseaux sociaux pour pouvoir construire des modèles d'analyse à l'échelle d'une ville et essayer de sentir un petit peu les tendances de l'opinion publique à l'intérieur de la ville. Voilà, cela sans je dirais, regarder l'opinion ou la tendance de tel ou tel individu, mais simplement à l'échelle d'une masse de population, voir quelles sont les opinions qui circulent et voir un petit peu comment se forme l'opinion publique dans sa globalité. Alors ça, c'est pour aller capter l'opinion, même si les réseaux sociaux sont un miroir grossissant. Effectivement, c'est un nouveau moyen de prendre le pouls. Mais ensuite, comment est-ce qu'on l'implique jusqu'au bout, le citoyen, dans la décision? Bon, alors, à partir du moment où on est effectivement en contact, ou à partir du moment où on peut détecter les personnes qui sont celles qui sont le plus engagées volontairement, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que cette personne, une fois qu'elle soit approchée, soit favorable à un engagement quelconque, c'est-à-dire à répondre à des questionnaires, à se laisser interviewer, à éventuellement participer ou rejoindre des groupes de travaux.
Donc c'est ce genre de choses, si vous voulez, que l'algorithme ne fait plus. L'algorithme permet effectivement de sentir les tendances et de détecter les utilisateurs qui sont le plus engagés. Et puis ensuite, effectivement, il y a un relais par l'humain qui doit se faire, quoique certaines choses peuvent s'automatiser aussi, et pour proposer à la personne déjà engagée de continuer son engagement dans un contexte qui lui donne une plus grosse visibilité. Moi, je vous donne mon sentiment. Hein. Si demain on me disait que les politiques publiques étaient pilotées par une analyse de ce qui se passe ou ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça aurait plutôt tendance à m'inquiéter, Julien. Je pense que c'est déjà le cas, sans vouloir vous inquiéter. Je pense que tous nos je suis politiques inquiète et d'ailleurs. utilisent énormément les réseaux sociaux. Bon, donc ça c'est une première partie de votre démonstration. Donc vous avez écrit un e-book, hein, je crois, à ce sujet sur la Smart City Démocratie Studio. Et puis vous développez aussi une approche économique nouvelle avec cette idée qu'on peut aussi engager le citoyen à travers des NFT, c'est ça ? Voilà, en fait, il y a plusieurs choses. C'est vrai que le constat de la démocratie pour l'engagement politique est une partie, je dirais, des questions que se posent, ou en tout cas de la demande publique. Mais il me semble que la démocratie ne va pas sans son pendant économique. Finalement, ce qui a été le plus gros succès des démocraties participatives, des initiatives d'engagement citoyen, c'est le budget participatif. Et ça dans le monde entier, en fait. Donc on se rend compte que, donner son avis sur les politiques en cours, c'est une chose, mais par contre, pouvoir participer à choisir comment nos impôts vont être dépensés, à quel budget va être alloué pour telle et telle initiative dans sa ville, ça c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens, c'est probablement plus direct. Et donc effectivement, il me semble que il y a une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain qui permet d'allier à la fois des politiques plus flexibles, des organisations de prise de décision collective plus flexibles et un pouvoir d'action au travers de la conduite des dépenses économiques. Donc la blockchain rassemble à la fois le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et il me semble que ça répond réellement aux demandes des habitants, en plus d'avoir beaucoup de solutions à apporter sur le respect de la privacité des données. Julien Carbonel, on va devoir s'arrêter là parce que là, vous allez nous refaire votre thèse. Merci beaucoup. On continuera la conversation sans doute parce que la Smart City, on n'y est pas pour l'instant. On l'entend même en studio. Hein. On a des travaux qu'on n'a pas forcément décidé d'avoir à côté de nous. Merci Julien Carbonel. Donc, j'invite à lire Démocratie Studio et à regarder votre projet aussi Land Ministry. Ça s'écrit Mini 3 en français. Merci beaucoup. On continue à parler de données, mais cette fois de l'exploitation des données personnelles des mineurs sur Internet. Alors, la rentrée, ça a commencé pas très fort quand même pour Instagram, avec une amende record de 405 millions d'euros prononcée à l'encontre du réseau social à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données. En cause, c'est le traitement illicite de données personnelles des enfants. On va expliquer cette décision à l'occasion de ce talk aujourd'hui dans Smartech. Mais on va plus largement s'intéresser à la manière dont sont traitées, exploitées les données des enfants sur Internet avec mes deux invités. Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance 3018, donc précurseur de la protection de l'enfance sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, hein, sur Internet, surtout l'univers du numérique. Une association agréée par le ministère de l'Éducation nationale, donc qui opère le 3018, un numéro de téléphone gratuit, anonyme, que vous pouvez appeler pour signaler des violences numériques, que vous soyez une jeune victime ou les parents de cette victime. Et il y a également une application 3018 aujourd'hui. Avec vous, Justine, Karina Chatin. Karina Chatin, donc responsable de l'éducation numérique à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous êtes également auditrice de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice et de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Vous êtes membre aussi de l'Observatoire du Conseil supérieur audiovisuel, égalité, éducation, cohésion sociale. Ça a dû changer depuis que c'est l'ARCOM. Depuis, absolument. On est d'accord.
Alors, déjà, peut-être, je vous demanderais de revenir sur cette décision quand même historique vis-à-vis d'Instagram. On a décidé que le traitement aujourd'hui qui était fait des données personnelles des enfants sur Instagram n'était pas conforme à la réglementation européenne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors déjà, pour parler de la protection des données personnelles des enfants, il faut comprendre qu'il existe un texte européen qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données, et donc qui prévoit notamment de renforcer certains droits, comme le droit à l'oubli, qui prévoit une information qui doit être claire, adaptée pour les enfants, de manière à ce qu'ils puissent exercer leurs droits, parce que sans information claire, lorsqu'on regarde les CGU et les plateformes, la manière dont sont conçues les plateformes, on se rend bien compte que pour un enfant, c'est très compliqué de s'y retrouver, et même parfois pour des adultes, et donc de pouvoir prendre en main ses droits. Et puis, il y a aussi l'idée, dans l'article 8 de ce règlement européen, que à partir d'un certain âge, un mineur doit être en capacité de pouvoir exercer ses droits et de pouvoir consentir tout seul au traitement de ses données personnelles, sans le double consentement de ses parents. Donc ça, c'est ce que prévoit le règlement général sur la protection des données. C'est vrai qu'on oublie un petit peu trop vite que le RGPD concerne aussi la protection des mineurs sur Internet. Absolument. Et c'est d'ailleurs la première fois que dans le droit européen de la protection des données personnelles, on trouve des dispositions spécifiques pour les enfants. Donc ça, c'est ce qui concerne le droit. Maintenant, bien sûr, le droit doit être appliqué. Et la CNIL est là, et les CNIL européennes, puisque vous parlez du CEPD, donc les CNIL en Europe, sont là pour faire respecter l'application de ce droit. En l'occurrence, donc il a été considéré que Meta, donc la maison mère d'Instagram, avait, utilisé les données personnelles des mineurs de manière illicite. C'est-à-dire que très concrètement, ils ont permis que les informations personnelles de mineurs qui avaient un compte personnel sur Instagram, je parlais des youtubeurs par exemple, des enfants youtubeurs, avaient été publiés. Et donc quel type de données personnelles exactement ? Alors ça peut être l'adresse électronique, ça peut être le numéro de téléphone, tout cela ce sont des données personnelles. Parce qu'il faut bien comprendre que le concept de données personnelles est très large. En fait, il recouvre énormément d'informations personnelles. Et parmi ces données personnelles, on trouve aussi des données sensibles. C'est encore une étape supplémentaire, je dirais, dans l'importance de ces données. Et donc, le Comité européen de la protection des données, qui a deux missions. Un, faire travailler ensemble les autorités de protection des données en Europe, et deux, veiller à l'application cohérente de la loi, donc du règlement. Eh bien, ce comité est venu finalement corriger, quelque part, la première décision qui avait été prise par l'autorité irlandaise de protection des données, et qui finalement s'était rangée du côté de Meta en disant faire reposer ce traitement de données sur l'exécution du contrat et l'intérêt légitime, ça nous va bien. Bon, il se trouve que d'autres autorités européennes de protection des données, dont la CNIL française, n'étaient pas forcément d'accord avec cette interprétation. Et donc, le CEPD est intervenu pour corriger cela et donc a fait modifier la décision de l'autorité irlandaise en fondant donc sa décision sur le non-respect des données et la non-licéité du traitement. Qu'est-ce que ça va changer plus largement ? Parce que là, ça concerne Meta Irlande. Est-ce que ça va changer les règles ou les usages sur les réseaux sociaux, selon vous ? Écoutez, évidemment, c'est une amende qui est importante par son montant, puisque plus de 400 millions d'euros, c'est quand même significatif. C'est aussi une amende importante parce que dans l'opinion publique, on voit quand même une prise de conscience progressive de la question de la protection des données personnelles. Alors, si on parle des États-Unis, on a par exemple des initiatives qui tendent à s'inspirer du RGPD. Donc, on a la chance en Europe d'avoir ce cadre juridique très protecteur des données personnelles, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il se trouve qu'on a par exemple aux États-Unis un code californien, le Californian Act, qui s'inspire du code de l'âge anglais. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine, déjà, des initiatives par les pouvoirs publics et il y a aussi des initiatives par les particuliers, les lanceurs d'alerte, les ONG. Mais plus précisément, est-ce qu'on a des pratiques, je vais peut-être repasser la parole à Justine Asselin, est-ce qu'on a des pratiques aujourd'hui qui sont vraiment problématiques et qui pourraient disparaître demain du fait de décisions de justice ? Oui, il y a les pratiques problématiques, elles sont déjà le fait que les données personnelles des mineurs soient collectées en soi, ce qui théoriquement ne doit pas être le cas. Alors effectivement, il y a l'âge
légale de la majorité numérique qu'on a donnée en France à 15 ans aux adolescents qui leur permettent de valider, de donner leur consentement tout seul, effectivement, comme l'a dit Karina, et de donner la consentement à ce que le réseau social les collecte. Pour autant, faut-il que leur consentement soit éclairé, c'est-à-dire qu'ils sachent bien ce qu'ils font quand ils disent oui. C'est déjà effectivement une première chose. Puis tous ceux qui sont en dessous de 15 ans, normalement il n'y en a pas beaucoup puisque théoriquement ils ne sont censés n'avoir que 13 et 14 ans, puisqu'avant ils ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux. Ceux-là ne peuvent pas donner leur consentement tout seul, il faut que le tuteur légal l'ait fait. L'âge Vous de faites 15 des ans, tests. c'est uniquement en France. Hein. Alors Oui, ça c'est une des difficultés. La majorité, on va dire, numérique en France, c'est 15 ans. Elle a été décidée en France, elle a été posée à 15 ans. Il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, les pays ont eu le choix de donner l'âge entre 13 et 16 ans, ce qui pose un vrai problème aussi et qui ralentit finalement l'aspect extrêmement contraignant du RGPD sur ce sujet-là en tout cas. Ça ne facilite pas le travail des plateformes non plus, il faut être juste. Voilà, alors bon, mais effectivement, ils peuvent en tout cas se cacher derrière cet argument pour dire que c'est compliqué pour eux. Donc il y a un vrai effort effectivement d'harmonisation. Mais voilà, donc le simple fait qu'ils collectent les données personnelles, parce qu'il y a deux choses, pourquoi c'est dangereux qu'ils les collectent. D'abord parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément ce qu'ils vont en faire, mais surtout parce qu'on sait bien que nos données, au-delà du fait de connaître nos usages, comme on l'a vu dans la première partie, ça permet de nous cibler. Ensuite derrière, c'est-à-dire qu'ensuite on va nous cibler comme consommateurs pour nous induire effectivement à des comportements de consommateurs avec effectivement des suggestions de contenu qui vont nous inciter à ça. Consommateurs, voire demain décideurs, leaders d'opinion. Voilà, mais sauf que là on parle à des mineurs, des mineurs. Donc toute la difficulté c'est qu'effectivement les mineurs ne soient pas traités comme des consommateurs lambda, donc comme des adultes, parce qu'être mineur juridiquement ça veut dire qu'on n'a pas la capacité d'un adulte et c'est protecteur, c'est pas pour empêcher les mineurs, c'est pour les protéger. Et donc voilà, donc l'idée c'est qu'on puisse pas les cibler et c'est pour ça qu'on a mis en amont de ne pas collecter leurs données pour pas les cibler. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on voit à la fois qu'on ne recueille pas leur consentement, que celui des parents ne l'est pas non plus. Quand on fait des tests, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe, on se rend compte que la majorité des plateformes ne demandent pas en fait de façon rigoureuse le consentement des parents pour s'inscrire sur une plateforme à l'âge où ils le devraient pour la collecte des données et qu'en plus ils ciblent des mineurs alors qu'ils ne devraient pas sur effectivement un certain nombre de contenus sponsorisés. Donc tout ça fait qu'ils sont quand même assez loin de l'application rigoureuse du RGPD en ce qui concerne les mineurs. On avait un sondage de la CNIL justement avec l'IFOP en 2020 qui nous disait que 39% des enfants de 10 à 14 ans possédaient un compte sur un réseau social sans avoir demandé l'autorisation des parents. Oui, en fait, ce qu'on peut constater d'abord, c'est qu'il y a un vrai enjeu de société autour de la protection de l'enfant sur Internet. On a des usages qui sont de plus en plus précoces. Près de 65% aujourd'hui des moins de 13 ans ont déjà un compte sur un réseau social. Donc c'est un vrai sujet. Deuxièmement, que ces usages sont très massifs et qu'ils sont solitaires. C'est-à-dire qu'en fait, les parents ne s'impliquent pas ou s'impliquent très peu dans l'accompagnement de leurs enfants sur Internet. Compliqué de s'impliquer quand on a un enfant de 14-15 ans. Absolument, mais nous avons, si vous voulez, produit des recommandations sur notre site qui, d'une part, visent effectivement à mieux protéger les enfants en ligne, et ça passe notamment par l'implication des parents dans l'éducation numérique, mais aussi finalement à faire en sorte que l'enfant soit progressivement amené à une forme d'autonomisation et finalement doit pouvoir exercer ses droits à partir d'un certain âge. Donc ce sont deux choses à concilier, mais il est vrai que le droit ne peut pas tout. Enfin, je veux dire, il y a un cadre juridique qui est solide, mais la meilleure des protections, finalement, ça reste la sensibilisation, l'empowerment, c'est-à-dire le fait que les citoyens eux-mêmes soient conscients de tous ces risques, comprennent finalement les clés du numérique pour mieux se protéger. Et effectivement, pour parler d'un exemple concret, on a beaucoup de très jeunes qui sont présents donc, sur les réseaux sociaux et qui sont exposés à des risques, publient des photos d'eux ou d'autres de camarades, se retrouvent pris dans une spirale. Ça peut être le cyberharcèlement, ça peut être du piratage de comptes, ça peut être de l'exploitation commerciale des données. Donc il y a tout un faisceau de risques auxquels sont plus vulnérables effectivement les jeunes publics. Et donc la meilleure chose à faire, c'est d'impliquer les parents et l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la famille, c'est aussi responsabiliser les plateformes qui ne proposent pas d'interface suffisamment vertueuse et respectueuse des droits des enfants. Et c'est la raison pour laquelle... Ça, effectivement, il y a du travail. Alors, justement, vous dites que la réponse n'est pas uniquement juridique. On a Frances Haugen, donc la lanceuse d'alerte qui a permis de découvrir des documents internes quand même assez préoccupants du côté de la maison Meta, notamment sur l'état de santé mentale des jeunes qui utilisent Instagram. Alors, Frances Haugen annonce qu'elle va lancer une ONG qui s'appelle Beyond the Screen pour assainir les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le job d'une ONG ? Qu'est-ce qu'on en attend ?
Une ONG, une association, on représente la société civile, donc on est censé à la fois défendre l'intérêt général de la population qu'on défend, donc les mineurs ou effectivement les citoyens sur un certain nombre de droits. Et effectivement, les associations, en tant que représentants de la société civile, elles participent à la construction des politiques publiques, puis qu'elles sont censées faire justement un peu le lien entre des plateformes, des acteurs économiques, des régulateurs, le politique, et représenter les citoyens et les principaux concernés par les causes qu'elles défendent. Donc on a besoin effectivement de lanceurs d'alerte, ça on les a déjà mentionnés tout à l'heure, c'est indispensable, surtout dans l'économie numérique où finalement on connaît assez peu encore aujourd'hui, parce que c'est assez récent, ces acteurs-là, ils sont quand même globalement pas très transparents. Les chercheurs eux-mêmes n'arrivent pas à accéder aux données ne serait-ce qu'effectivement pour comprendre un certain nombre de choses d'intérêt général. Donc on a besoin de ces lanceurs d'alerte qui, de l'intérieur, nous permettent de connaître un peu les fonctionnements et puis ensuite de profiter de leurs connaissances pour qu'ils mettent ça au profit de l'intérêt général. C'est ce que manifestement elle veut faire et c'est assez indispensable. Vous pourriez travailler ensemble? Bien sûr. E-enfance avec très volontiers, parce qu'on a besoin de ces connaissances. C'est vrai que c'est de ça aussi dont pâtit notamment les mineurs, puisque c'est dont on parle aujourd'hui, c'est que finalement le politique était un peu en déficit de maîtrise de compétences techniques face à des acteurs économiques, les régulateurs aussi d'ailleurs parfois, face à des acteurs économiques qui eux maîtrisent parfaitement leurs outils puisqu'ils les ont créés et qui les maîtrisent totalement. Et en face, on a perdu un peu de temps, ces 10-15 dernières années, pour que le politique monte effectivement en compétences. Alors aujourd'hui, on commence à avoir des interlocuteurs. Alors la CNIL est particulièrement compétente puisqu'elle est depuis le début sur ces sujets-là, mais les autres, effectivement, n'étaient pas forcément aussi compétents. Donc là, on commence à sentir quand même, c'est assez satisfaisant, une montée en puissance de différents acteurs qui sont en capacité vraiment d'aller interroger les plateformes, de les contraindre, parce que le juridique ne peut pas tout. Mais enfin, si le juridique n'est déjà pas appliqué, alors là, on peut rien faire derrière, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, on en est quand même dans une situation où on finit par trouver normal une forme de fatalité qui est qu'on crée des lois et qu'elles ne sont pas appliquées. Bah oui, c'est pas grave. Alors finalement, on va demander aux parents de faire leur job et puis aux enfants. Si le cadre, si vous voulez, qui définit nos règles de vie en société n'est pas tenu, ça va être compliqué de demander aux citoyens eux-mêmes de porter tout seuls la garantie de l'application des lois. Donc là, il faut faire attention aussi à pas dériver là-dedans. Ce qui était intéressant aussi, c'est de découvrir des études menées par Meta sur justement les jeunes filles, les jeunes garçons, leur ressenti par rapport à ce qu'ils recevaient des réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer imposer, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'audit des algorithmes, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui imposer des études d'impact qui seraient donc transparentes, communiquées, menées par ces plateformes sur leurs utilisateurs ? Oui, absolument. Moi, je crois, si vous voulez, pour répondre à votre question précédente, c'est que l'éducation au numérique, ça ne peut pas être l'affaire de quelques-uns. C'est l'affaire de tous. Les entreprises, le régulateur, les parents. Et la CNIL, d'ailleurs, a fait de cette éducation numérique une priorité stratégique depuis 2013. Et donc, nous avons publié pas mal de ressources pédagogiques. Nous allons, d'ailleurs, courant octobre, publier de nouvelles ressources pour les parents, les enseignants, les familles, les éducateurs, donc autour de vidéos sur des sujets comme les traceurs, les cookies, l'identité numérique, le cyberharcèlement. Et tout cela participe de notre volonté de communiquer aussi vers le grand public davantage. Nous avons un partenariat avec Radio France aussi. Donc l'idée, c'est qu'à partir de cas d'usage très concrets, les citoyens s'emparent de ces sujets et finalement reprennent la main sur leurs droits et effectivement puissent avoir le maximum d'informations possibles sur la transparence qui est faite, ou l'utilisation plutôt qui est faite de leurs données personnelles, puissent avoir la capacité eux-mêmes de pouvoir se protéger lorsqu'ils sont en ligne. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, c'est une responsabilité collective. Si je reste sur la question de l'étude d'impact, parce que en fait, parfois, on entend... Bon, finalement, c'est pas si grave non plus. Je veux dire, ce qui se passe autour des données personnelles, quand on a 14, 15 ans... Peut-être que ça serait important de rappeler quels sont ces principaux mots MAUX du numérique chez les jeunes. C'est vrai que vous avez raison, c'est que les données personnelles, enfin le RGPD, est un nom que les gens commencent à connaître. Mais en réalité, très profondément, quand on demande aux utilisateurs, ils ne sont pas très inquiets. Parce que d'abord, ce sont les premiers qui donnent spontanément leurs données personnelles en permanence et ça ne les dérange pas tellement. Quand on interroge les utilisateurs, ce qui les dérange, c'est d'être mal ciblé. Ce n'est pas d'être ciblé, c'est d'être mal ciblé. Quand on reçoit une suggestion qui est quand même un peu éloignée, proche, mais un peu éloignée de ce qu'on voulait, ça énerve. Mais quand ça tombe pile poil sur exactement ce qu'on est en train de chercher, sur ce qu'on a regardé par ailleurs, etc., on se dit, c'est intéressant quand même, c'est pas mal. Donc, quand en face, on a un bénéfice,
on est prêt à donner. Donc ça, c'est tout ça qui est aussi effectivement à avoir et à construire, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les smart cities, et donc c'est vraiment cette confiance et cette adaptation qu'on doit travailler. Après, sur l'impact effectivement des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes qui a été révélé effectivement par l'Alliance aux arrêts sur Instagram. D'abord, pour savoir si on pourrait faire des études d'impact, évidemment qu'on pourrait, puisque la preuve en est, c'est que les plateformes elles-mêmes le font en interne et qu'elles arrivent à le mesurer très précisément. Et notamment là, ce qui avait été révélé, c'est que ça avait un effet négatif sur la santé mentale, notamment des adolescentes, avec cette permanence de suggestions, de conditionnement sur le corps parfait, sur la façon d'être, etc. Et qui en fait pour générer de la dépression, d'une très très mauvaise estime de soi. Donc si vous rajoutez une mauvaise estime de vous-même, de la dépression, etc. et de la suggestion permanente, parce qu'ils passent beaucoup de temps, les jeunes, sur ces réseaux sociaux, ça finit effectivement sur certaines populations fragiles et vulnérables à pouvoir causer du suicide, effectivement. Donc ça, on le sait. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est que des chercheurs externes, d'autres, puissent aller voir effectivement ces données-là, les exploiter. Donc ça, il y a des tensions en ce moment entre certains régulateurs et les plateformes, mais on va sans doute y arriver un peu. Donc voilà, donc c'est vrai que les mots, effectivement, des MAUX, des réseaux sociaux, on en parle. Il y en a beaucoup de très différents. Il y a effectivement des violences très agies, très directes, des agressions, des insultes, de la diffusion effectivement de données personnelles sans le consentement, des contenus d'images, de vidéos. Alors on parle plus des jeunes filles parce que c'est vrai, elles, les pauvres, qui sont plus sollicitées à donner des contenus d'elles nues et puis ensuite à ce qu'elles soient diffusées sans leur consentement. Donc c'est une violence sans nom, c'est ce qu'on appelle le revenge porn. Il y a effectivement la création de comptes à votre nom, mais qui vont servir de déversoir pour de la haine en ligne et des choses comme ça, de la discrimination de tout genre sur vos préférences sexuelles, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est finalement, à l'âge où vous construisez votre identité, on va aller vous atteindre sur des fragilités. Et l'exploitation aussi par des réseaux pédocriminels, c'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière. C'est ça que je ne reviens pas dessus, mais effectivement, il y a effectivement ce qu'on appelle l'exploitation des contenus, enfin des mineurs, pour effectivement récupérer des contenus à caractère sexuel et ensuite les diffuser, les partager dans des réseaux. Alors là, on parle, si vous voulez, de quelque chose qui est à part parce que c'est totalement illégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon de bien le faire ou pas. C'est illégal, c'est l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est ce qu'on appelle globalement la pédopornographie, la pédocriminalité. C'est totalement illégal, ça n'a pas de raison d'être nulle part et pas plus sur Internet qu'ailleurs. Ce qui est différent la problématique, c'est quand l'utilisateur produit lui-même du contenu. Voilà, et c'est ce que les jeunes font quand ils envoient des contenus de nus. Alors, je voulais aussi interroger la CNIL sur cette question de l'âge, parce que tout passe par là. Si on veut davantage protéger des mineurs ou des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, encore faut-il être sûr de l'âge qu'ils ont quand ils se connectent. On a un rapport de Renaissance numérique sur ce sujet qui est très intéressant, j'imagine que vous l'avez parcouru également, qui nous donne quelques clés sur la vérification de l'âge. Ça, c'est un sujet sur lequel travaille la CNIL, les CNIL en Europe, j'imagine. Absolument. Alors déjà, un chiffre, une enquête de Génération Numérique indique que 45% des 11-18 ans ont déjà menti sur leur âge en ligne. Oui, normal. Enfin, je veux dire, c'est presque devenu un acte banal. Alors, s'agissant de la vérification de l'âge, il y a double souci. D'une part, il n'y a pas de système idéal. La CNIL a cherché, a fait des recherches sur les systèmes existants. Soit on a des systèmes qui sont très souples, trop souples, et du coup très contournables par les jeunes. Soit ce sont des systèmes très solides, mais très intrusifs, et donc ils mettent en péril les données personnelles. Qui collectent trop de données, en fait, pour vérifier l'âge de l'utilisateur. L'utilisation par certains pays de la reconnaissance faciale pour s'assurer que les jeunes joueurs ne passent pas trop de temps sur les jeux vidéo. Pour ça, évidemment, vu le modèle juridique du RGPD, c'est absolument impossible et pas souhaitable en Europe et en France. Donc, il faut arriver à trouver un système qui soit à la fois solide, fiable, et qui en même temps respecte les droits des personnes et la vie privée des personnes. Et donc, là aussi, il faut engager l'utilisateur finalement dans ce choix de technologie. Donc la CNIL a travaillé notamment avec l'ARCOM et puis un consortium européen qui s'appelle EU Consent a trouvé donc un système qui présente toutes ces caractéristiques. Et donc on a un démonstrateur donc, qui a été fabriqué avec l'aide donc, de l'École polytechnique et du PEREN, qui dépend de la Direction générale des entreprises. Et donc ce démonstrateur, le principe c'est qu'on passe par un tiers de confiance.
C'est-à-dire, on ne passe pas par le site lui-même. C'est un tiers de confiance qui va être l'intermédiaire parce qu'il est labellisé, il est certifié. Donc aujourd'hui, il y a des pistes, il y a des travaux. Je vais être obligée de vous interrompre parce qu'on est déjà à la fin du temps qui nous est imparti pour ce talk. Merci beaucoup à toutes les deux, Justine Atlandi, Enfance 3018 et Karina Chatin de la CNIL. Je rappelle quand même qu'il y a des numéros, donc 3018 pour faire des signalements. Il y a la plateforme Pharos, point de contact aussi. Les actions de sensibilisation de la CNIL, vous les avez évoquées. Merci beaucoup à toutes les deux. On continuera évidemment cette conversation dans Smart Tech. Mais maintenant, je vous propose de partir sur l'actu des cryptos. C'est parti pour la suite de Smart Tech, deuxième partie de cette édition. Je vous propose qu'on s'intéresse à l'actualité des cryptos avec Faustine Fleury qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Alors, on ne s'est pas vu, je crois, depuis la rentrée. On s'était vu fin août. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelles sont les grandes actualités qui ont secoué le secteur des cryptos actifs? Alors effectivement, la rentrée est chargée pour le secteur crypto, à la fois en France et en Europe. En France, on a une actualité à la fois fiscale et réglementaire importante. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu la première radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistrés, c'est-à-dire que les autorités de régulation, l'AMF et la CPR, ont retiré leur enregistrement. Alors la CPR, juste parce que moi-même, je l'ai noté, l'autorité française de supervision donc des banques et de l'assurance, ils ont radié donc un prestataire de services sur actifs numériques qui s'appelle, c'est la société BICEP. Effectivement, c'est la société BICEP. Alors effectivement, ce qu'on ne sait pas, mais c'est important de le rappeler, c'est que les PSAN, donc les marchés de cryptoactifs, ces acteurs de marché, ils sont co-supervisés, co-régulés par deux autorités. L'autorité des marchés financiers, donc traditionnellement l'autorité de toutes les activités financières, et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, effectivement le superviseur des banques. Donc on est sur une supervision quand même relativement importante. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour BICEP? Alors, il a été jugé qu'il n'était plus en conformité avec la réglementation qu'il devait respecter en étant enregistré, donc principalement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et c'est pour ça qu'à l'AMF et la SCPR ont annoncé la radiation de BICEP. C'est plutôt un message positif au sens où on remet souvent en question la qualité de l'enregistrement du régime français des marchés de cryptoactifs. On remet en cause sa crédibilité, sa qualité, parce qu'on dit une fois enregistré, bon, il ne se passe plus rien. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'absolument pas, il y a des contrôles, il y a de la supervision, même une fois enregistré. Donc, à la fois pour les prestataires, ça réexplique que, bien sûr, il y a eu un enregistrement à faire, mais il faut se maintenir en conformité. Donc, c'est relativement important de le savoir et d'y être préparé. Mais également, c'est important comme message vis-à-vis des partenaires, notamment des partenaires qui auraient pu hésiter à aller faire ces acteurs de marché en pensant que l'enregistrement n'est pas suffisant ou n'est pas sérieux. Donc un message plutôt positif et on appelle de nos voeux que cette supervision elle aille aussi sur d'autres sujets que la radiation des PSAN enregistrés, mais aussi par rapport aux PSAN qui ne sont pas enregistrés mais qui exercent illégalement en France, il en existe encore. Il y a du ménage à faire aussi. Tout à fait. Alors, il y a d'autres demandes de l'ADAN qu'on avait suivies d'ailleurs, notamment sur le projet de loi de finances 2023. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors, c'est des travaux que l'on mène depuis 1 an, puisqu'on avait déjà des propositions au moment du projet de loi de finances pour 2022. On avait à l'époque passé 3 propositions qui avaient été adoptées et à l'époque le gouvernement avait vraiment évoqué la nécessité pour l'administration fiscale de continuer à travailler sur ces sujets, sur ceux qu'on n'avait pas résolus à l'époque, parce qu'il y a vraiment des complexités ou des flous qui sont dommageables à la fois pour les entreprises mais aussi pour les contribuables. Donc nous, pendant 1 an, sur notamment les propositions qui n'étaient pas passé l'an dernier, on a beaucoup travaillé, on a établi un dialogue avec Bercy assez régulier. Cet été, au moment du projet de loi rectificatif, le gouvernement a réitéré l'importance pour l'administration fiscale de résoudre ces soucis. Ça a été relativement décevant à la révélation du projet de loi finances, puisqu'il n'y avait finalement pas de proposition directement dans ce projet de loi, alors qu'on discute depuis très longtemps. Vous avez l'impression d'avoir été entendu, mais finalement, le résultat, c'est que vous ne trouvez rien dans le projet. Ça ne s'est pas concrétisé, effectivement, et on est vraiment davantage dans l'urgence. Ça fait 1 an que l'on travaille. Sur quel point en particulier ? Alors, on a plusieurs propositions, à la fois sur la fiscalité des professionnels, évidemment, en tant qu'association
associations professionnelles, mais aussi des particuliers, et puis un nouveau volet qu'on n'avait pas forcément autant porté l'an dernier sur la fiscalité autour de l'environnement. Donc c'est ce que je disais, en fait on a plusieurs problématiques, que ce soit des incertitudes, que ce soit des complexités dans notamment tout ce qui va être déclaration, mais aussi on a des régimes qui sont aujourd'hui pénalisants à la fois pour le financement de l'économie réelle, mais aussi pour le pouvoir d'achat des contribuables. Donc en tout et pour tout, on a une dizaine de propositions qui veulent parer ces problématiques, sauf qu'effectivement, ça fait 1 an que l'on travaille, on a fait notre part. Donc le secteur est assez frustré de voir que ça ne s'est pas traduit. Heureusement, on a des députés qui vont porter nos propositions d'amendement et qui seront examinées normalement cette semaine. Donc un peu plus de 25 députés qui vont porter ces propositions. Tout n'est pas terminé, la messe n'est pas dite encore. Si on regarde au niveau européen, là on a un projet qui s'appelle MiCA, un projet de règlement sur les marchés de crypto-actifs. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen ? Alors, on a eu un accord politique cet été, c'est-à-dire que les institutions européennes se sont mis d'accord sur à quoi ressemblerait la réglementation des marchés de cryptoactifs qu'on appelle effectivement MiCA. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire et effectivement les discussions techniques pour traduire concrètement cette vision politique dans un texte, elles ont continué. Et donc ce qui a pu fuiter il y a quelques semaines, c'est effectivement une première ébauche de ce texte final qui sera la réglementation que devront appliquer les acteurs de marché sur les cryptoactifs, sur les stablecoins, sur un large pan des activités de marché de cryptoactifs. Donc il y a des sujets où on a été rassurés. Oui, très vite. Il y a des sujets où on a été un petit peu moins rassurés, où la vision politique ne semble pas avoir été traduite de façon technique. Par exemple, on parle beaucoup des jetons non fongibles, les non-fungible tokens, les NFT. Bon, il y a encore un sujet sur leur traitement réglementaire. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Eh bien, on continuera de parler de ce MiCA, puisque pour l'instant, on est vraiment qu'au tout début de l'aventure. Faustine Fleuret de l'ADAN. C'est l'heure de notre séquence Oval Web. Clin d'œil quotidien sur ces futurs possibles d'Internet avec Eva Bensadi qui nous fait découvrir aujourd'hui une start-up belge qui propose un emploi à temps plein dans le métavers. Avoir un emploi à plein temps dans le métavers, c'est l'idée un peu saugrenue et controversée de la start-up belge Portable, alors que le marché du métavers décolle certes, mais n'en est pour l'instant qu'à ses prémices. L'entreprise Portable, elle, passe la seconde. C'est vrai que c'est plutôt osé pour une aussi jeune entreprise. Alors Portable, qu'est-ce que c'est ? C'est la première organisation à donner naissance à un dispositif capable d'ajouter 2 écrans supplémentaires sur n'importe quel ordinateur portable. L'objectif, offrir une immersion panoramique aux différents utilisateurs. C'est pour ça que le métavers, eh bien, ça lui parle. Mais alors, à quoi vont ressembler ces emplois à temps plein dans le métavers ? Il ne s'agit pas de se retrouver entre collaborateurs dans la même salle de réunion 1 ou 2 fois par semaine. Non, non, non. Ces fameux emplois prévoient en moyenne 40 heures de travail par semaine dans le monde virtuel partagé. Et ces emplois correspondent, selon la start-up, aux expériences des candidats, c'est-à-dire qu'ils sont en adéquation totale avec les expériences qu'ils ont acquises dans leur vie de joueurs et de consommateurs. Le candidat idéal, un commercial dans l'âme, c'est ce qu'affirme le cofondateur. Il doit disposer d'un bon sens de la créativité et aimer le contact avec les clients. Il doit aussi être passionné par la technologie, les jeux vidéo et les startups. Voilà pour la partie fun. Mais je vous le disais, travailler à plein temps dans le métavers pose tout de même des questions. La première est celle de la qualité de vie au travail, car travailler dans le métavers implique d'être encore plus dépendant des outils numériques et de s'immerger dans le virtuel aux dépens du réel. Les risques psychosociaux sont pour le moment difficiles à évaluer. La question des données sera aussi importante. Les utilisateurs, et ici les salariés du métavers, y amènent leurs données sans cadre de régulation pour l'instant. Cette collecte des données interroge donc sur le respect de la vie privée des salariés. Quoi qu'il en soit, la start-up Portable lance peut-être aujourd'hui les hostilités, mais le chemin semble encore long avant de voir des milliers de salariés travailler quotidiennement dans le métavers. C'était Smartech. Merci encore Faustine Fleuret, présidente directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve demain. Les discussions sur la tech, ça continue dans Smartech.